montre que notre État, notre pays reste un pays attractif. Oui, il y a le microclimat dépressionnaire ou dépressif autour de l'activité pétrolière, mais comme vous le savez, c'est conjoncturel, ce n'est pas structurel. Les cours du pétrole rebondiront un jour, mais entre-temps, le Congo dispose des capacités et de l'attractivité qui permettent d'amortir le choc. Maintenant, il y a un autre critère, et c'est le dernier que je donnerai sur le sujet, c'est que l'État, face à ça, a dû changer son fusil d'épaule. Vous avez noté que le ministre des Finances a présenté ce que l'on appelle la loi de finances rectificative au Parlement. Cette loi de finances a été adoptée. Cette loi de finances permet aujourd'hui de ramener l'exécution du budget à des niveaux en corrélation et conforme à la réalité de ce qui rentre dans les caisses de l'État, avec deux priorités qui ont été rappelées par le président de la République. Deux priorités essentielles. D'abord, faire que les rémunérations, les traitements, les salaires des agents publics et fonctionnaires ne soient pas impactés par la baisse des ressources budgétaires. Donc, l'État congolais va, malgré la conjoncture, continuer à assurer son devoir vis-à-vis de ses agents qui permettent le fonctionnement de l'État. La deuxième grande priorité, c'est que pour maintenir l'activité économique, malgré la conjoncture pétrolière, le président a insisté sur la concentration des investissements autour des projets prioritaires qui sont ceux qui vont maintenir l'activité et le niveau de croissance du pays. Donc, pour conclure sur ce point, non, l'État congolais n'est ni en faillite, ni dans une dépression nerveuse qui ferait qu'il y aurait un climat de panique. Non, il y a un État prévoyant qui a pris les dispositions nécessaires pour réduire la voilure de ses dépenses, tout en maintenant l'activité à travers des investissements qui restent intelligents, et enfin un État, un pays qui reste attractif. Parce que quand je vous cite des exemples là, j'y ajouterai même deux entreprises africaines. Une entreprise s'appelle Sedima, qui va investir massivement dans le secteur agricole, qui est à Dakar, dont le patron est monsieur, je crois, Diop, qui va investir au Congo et qui a déjà ses partenaires au Congo. Je cite une entreprise qui s'appelle New Hedge, qui est détentrice d'un certain nombre de permis pétroliers ici en offshore au Congo. Et cette entreprise nigériane va investir, parce qu'elle a obtenu un prêt de 425 millions de dollars d'une banque du Nigeria, va investir une bonne partie de cette somme au Congo. Vous voyez bien que le Congo est loin d'être un pays sans atouts et un pays non attractif. Le Congo reste un pays qui a des atouts et qui est un pays attractif. Léon Moukouri, correspondant de l'agence de presse africaine APA News. Je vais aborder le volet du voyage du président. D'aucuns pensent que le voyage du président en Chine est un message fort à l'endroit de ses partenaires occidentaux et que le Congo veut privilégier la coopération sud-sud au regard de la campagne médiatique négative que l'Occident est en train de mener contre le Congo et son président depuis son élection. Est-ce que c'est votre avis? Maintenant, ma deuxième préoccupation, je vais aborder la situation du pool. Hier encore, à travers les médias, nous avions suivi qu'il y a eu une attaque des ninjas et que un camion de transport, un bus, aurait essuyé des balles des ninjas. Bon, je voulais savoir pourquoi jusque-là, au niveau du département du pôle, la paix tarde à revenir. Merci, Monsieur Kokouri. Vous avez d'abord évoqué le voyage du président de la République en Chine. Je crois qu'on va attendre le retour du président de la République, mais sur les quelques flashs que nous en avons, on sent que la moisson est abondante. Parce qu'au-delà des aspects économiques ou d'infrastructures que j'ai évoqués tout à l'heure, il est clair que le niveau de coopération bilatérale qui a été atteint a connu avec cette visite d'État. Vous savez que la visite d'État est le sommet en termes protocolaires, en termes de visites. Vous avez les visites privées, les visites de travail, visite officielle et la visite d'État qui est
comme on dit, le maximum en termes protocolaires. C'est la partie chinoise qui a souhaité, pour, disons, rendre hommage au leadership du président Denis Sassou Nguesso, que la visite projetée prenne les dimensions d'une visite d'État. Donc, ça a une signification politique. Ça veut dire qu'à partir des quelques échanges qui, semble-t-il, ont eu lieu entre le président de la République, sa délégation et les autorités chinoises, en tête desquelles le chef de l'État, le président Xi Jinping, il y a, au-delà des considérations économiques, un partenariat stratégique et politique. Je crois que même les questions de sécurité sous-régionale ont été évoquées. Donc, c'est dire que le partenariat avec la Chine n'a pas encore donné pleinement toutes ses dimensions et que nous sommes dans une pente ascendante en matière de, disons, de partenariat gagnant-gagnant. Vous savez que les échanges avec la Chine, on parle de milliards de dollars, hein, dans les deux sens. 5 milliards d'un côté, 1 milliard de l'autre, en termes d'importation et d'exportation. Donc, ce n'est pas rien. La Chine, le Congo est, je crois, le 5e ou 6e partenaire commercial de la Chine. Et je crois le 2e pour l'Afrique. Le 2e pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors que nous sommes un pays à la démographie assez faible. Il y a des pays qui ont des dizaines de millions d'habitants et dont les échanges avec la République populaire de Chine sont moindres. Donc c'est dire l'importance pour notre pays de cette coopération sud-sud que vous avez évoquée. Maintenant, je souscris un peu moins à la deuxième partie de votre raisonnement, qui consiste à opposer, si j'ai bien compris, les relations du Congo avec l'Occident, qui serait donc dans un état, si j'ai bien compris, difficile, du fait d'une campagne médiatique, et puis de l'autre, l'excellence des relations avec la Chine. Non, je crois qu'il ne faut pas que nous caricaturions les situations diplomatiques. Chaque État a la politique de ses intérêts. La République du Congo est l'ami de tous les pays du monde. La République du Congo n'a aucune exclusive vis-à-vis de telle zone géographique du monde ou de tel groupe d'États dans le monde. Ça, c'est clair, nous coopérons pour des raisons historiques évidentes avec la France et de manière profonde, de manière amicale, voire fraternelle. De même, la France étant elle-même incluse dans un grand ensemble qui s'appelle l'Union européenne, eh bien, nous coopérons avec l'Union européenne. Et de manière tout à fait multidimensionnelle. On le voit tous les jours d'ailleurs, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un accord entre soit un État de l'Union européenne en direct, en bilatéral avec la République du Congo, soit avec l'Union elle-même qui est représentée ici à Brazzaville, comme vous le savez. J'ai vu récemment la ministre de la Santé et de la Population qui signait encore des accords avec l'Union européenne. Donc non, je ne souscrirai pas à l'idée qu'il y aurait une difficulté particulière. Par contre, je prends le problème dans l'autre sens. Nous suivons l'actualité mondiale, nous suivons l'actualité en Europe, nous suivons la crise économique de certains pays en Europe. Je n'entends jamais dire, quand par exemple la République française ou la Belgique ou l'Espagne va signer des accords avec la Chine, parce qu'effectivement la Chine est un grand pays, une superpuissance économique, et que ces accords vont permettre des investissements lourds dans ces pays-là, la France et les autres, et la création ou le maintien d'emplois, je n'ai jamais entendu dire que quand ces accords sont signés par ces États avec la Chine, que c'est parce qu'ils les signent avec la Chine qu'ils tourneraient le dos à l'Afrique. Alors pourquoi quand c'est l'Afrique qui signe des accords avec la Chine, on dirait qu'elle tourne le dos à l'Occident? Non, c'est encore une fois cette conception qui consiste à faire de nous des pays à souveraineté limitée, qui n'auraient pas le droit, pour leurs intérêts, qui sont des intérêts tout à fait légitimes et aussi légitimes que ceux des autres États, eh bien, de trouver les partenariats diversifiés, économiques comme politiques, qui leur permettent de faire avancer leurs intérêts dans le cadre de ce gagnant-gagnant. Donc non, je n'y vois que cela, c'est-à-dire la recherche des partenariats diversifiés. Oui, je crois qu'on a tous suivi ce qui s'est passé encore hier, ou qui a été rapporté, ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec ces transporteurs dans des camions qui ont été attaqués, dont les camions ont été brûlés et les biens ont été pillés. Bon, manifestement, il s'agit d'ex-combattants qui avaient... fui avec le pasteur Ntoumi et qui sont en cavale, soit avec lui, soit à cause de lui, eh bien, je crois qu'on ne peut pas parler là de problème politique.
C'est un problème qui relève de ce que je qualifierais de banditisme, parce que manifestement, ils s'en prennent à ces moyens de transport pour essayer de manger. C'est parce qu'ils ont faim, ils sont dans la forêt. Donc je crois que ce que le gouvernement peut aujourd'hui dire à nos frères embusqués dans la forêt, c'est de sortir de la forêt. Rien de politique, rien de juridique n'est à craindre à partir du moment où il y a une reddition en bonne et due forme. Donc j'appelle les ex-combattants concernés, plutôt qu'à tenter de survivre en posant des actes qui relèvent d'exactions criminelles, je les appelle à sortir de la forêt. Il y en a d'autres qui sont sortis. Je crois qu'on a suivi tous il y a quelques jours un certain Ramsès, je crois que c'est son sobriquet, qui est sorti. Je pense que Ramsès est visible, libre de ses mouvements, à partir du moment où il renonce à l'utilisation de moyens illégaux pour survivre ou faire valoir ses droits. Maintenant, votre question concerne le département du Poul. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, la question politique est réglée. Il n'y a pas un acteur politique du Poul, à ma connaissance, qui souhaite que le Poul soit ou redevienne une zone de non-droit. Le département du Poul est pleinement dans la République et le gouvernement s'assurera qu'effectivement il en soit ainsi. Le reste, c'est-à-dire les aspects judiciaires, comme la traque du pasteur Mtoumi et tout ce qui en découle, relève de ce que j'appellerais du droit commun. Mais il n'y a pas aujourd'hui une question particulière dans le Poul. L'État s'assure et s'assurera toujours du maintien du Poul dans la République et de la suprématie de l'État de droit dans ce département, comme dans tous les autres départements de la République du Congo. Je voudrais poser la question parce que c'est le ministre de la Justice qui l'avait relancé il y a quelques jours, sur l'arrestation du général Mokoko. On sait qu'il y a quelques temps, le général Mokoko a été entendu par les juges d'instruction, d'abord à la DGST et puis par le juge d'instruction, et puis il est reparti chez lui et tous les Congolais pensaient qu'il était enfin libre. Mais quelques mois plus tard, le général Mokoko a été encore entendu à la DGST, puis à la cour par les juges d'instruction, puis placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Brazzaville. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les premières auditions et le deuxième pour qu'il soit mis en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Brazzaville. La deuxième question, c'est de ceux qui sont en cavale. Le ministre de la Justice demande à ce qu'une procédure soit engagée contre les révérends pasteurs Mtoumi. On sait aujourd'hui, je voudrais avoir votre confirmation, que M. André Okombi Sadissa serait aussi en cavale parce qu'il n'est pas chez lui. Vous nous confirmez l'information d'André Okombi Sadissa. Et enfin, pour les révérends pasteurs Mtoumi, qu'est-ce qui est fait jusqu'à maintenant? Merci. Merci pour la question, parce que cela donne au gouvernement l'occasion de rétablir les faits, de rétablir un certain nombre de vérités politiques et juridiques. Je vais, si vous le permettez, décomposer mon propos en trois parties. D'abord, j'ai lu et j'ai entendu les réactions outrées, les protestations de certains membres de l'opposition disant voilà, le ministre de la Justice a ordonné publiquement, 5 jours avant l'arrestation et le déferment au parquet du général Mokoko, a ordonné quelque part la reprise de l'instruction. Et donc, pour cette frange de l'opposition qui a protesté, notamment dans les médias internationaux, c'était la preuve du caractère politique de l'instruction qui est menée aujourd'hui, notamment contre le général Mokoko. Bon. Là, je crois qu'il faut que nos amis de l'opposition ne fassent pas preuve de mauvaise foi. Le code de procédure pénale du Congo n'a pas été fabriqué après le 20 mars 2016. Le code de procédure pénale du Congo, c'est la loi du 13 janvier 1963. Ça fait donc 53 ans et 6 mois que ce code existe. Il n'a pas été fabriqué ou réécrit pour les besoins de la cause qui consisterait à mettre en cause l'opposition dite IDC-Frocade. C'est un code que ceux qui aujourd'hui, dans l'opposition,
nous conteste son utilisation existe quasiment depuis l'indépendance. Ça, c'est le premier point, il faut le rappeler. Le deuxième point, c'est que ce code dispose, en son article 24 et son article 25, Code de procédure pénale, exactement comme en France. Je dis bien exactement comme en France. Donne compétence à la chancellerie, c'est-à-dire au cabinet et au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lui donne l'opportunité légale de demander l'engagement de poursuites judiciaires ou l'accélération ou la réactivation de poursuites judiciaires contre un citoyen ou un groupe de citoyens. On n'a pas inventé ce droit-là. Tout à l'heure, on parlait du droit américain. Le droit pénal applicable au Congo est le décalque du droit français. Donc, quand le ministre Madiala instruit le parquet, les deux procureurs généraux, celui donc près la cour d'appel et le procureur de la République, d'activer, d'accélérer ou de réengager les procédures, il est dans son droit le plus strict et cela n'a rien de politique ou d'illégal. Ça, je tenais à le dire. Il faut quand même que cela soit dit. C'est exactement l'application du droit pénal comme le ministre garde des Sceaux en France le fait et le fait couramment. Et cela ne soulève aucune indignation en parlant de procédure politique ou politicienne. Premier point. Deuxième point, vous évoquez la situation du général Mokoko. Bon, votre question en réalité suggère que les faits qui ont conduit le général Mokoko en février, et donc peu de temps avant ou pendant la campagne présidentielle, à être entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire, je dis bien enquête préliminaire, concernant une vidéo, c'est bien cela dont on parle à l'époque, une vidéo qui avait circulé de manière un peu virale, comme on dit aujourd'hui chez les jeunes, sur la toile et avait été reprise par quelques médias nationaux ici à Brazzaville et d'autres médias internationaux. Il a donc été convoqué par le service de police judiciaire qu'est la DGST. Et là également, je tords un peu le cou à l'affaire. Quand l'opposition parle de la DGST, on a l'impression que ça serait une police politique. Non, la DGST, c'est un service de police judiciaire, comme la DST en France. Il y a une DST en France. Est-ce qu'on l'appelle police politique? Non. La DST, qui est devenue la DCRI aujourd'hui par la fusion avec les renseignements généraux, ne sont pas une police politique, c'est une police judiciaire. Simplement, elle a, cette DGST, comme tous les autres services de police judiciaire, la compétence pour recevoir des mis en cause et les entendre. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'entendre quelqu'un. Je vous rappelle quand même le contexte.